Alors, Lionel Dujardil, nous sommes à l'Hôtel de Ville, juste avant une session du Grand Conseil, à 17 jours du second tour de l'élection au Conseil d'État. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce rendez-vous politique? Conquérant et positif. Tous les signaux sont ouverts, on fait une super campagne, j'ai un entourage magnifique, des militants sur le terrain qui sont à fond et surtout les bons thèmes, les bons projets et les bonnes solutions pour les Genevoises et les Genevois. Je crois qu'on l'a déjà prouvé au premier tour et on continuera de le prouver au deuxième tour. Je suis un candidat qui se fait du souci pour l'avenir de ses enfants. J'aimerais qu'ils aient un avenir à Genève qui soit au moins aussi beau que le mien et je ferai tout pour. Le centre et les Verts libéraux ont choisi de ne donner aucune consigne de vote pour ce second tour. Comment interprétez-vous cette posture? Alors, moi, j'interprète la posture comme très positive parce que c'est pas seulement qu'ils ont choisi de donner aucune consigne de vote, mais ils ont surtout choisi de ne pas faire barrage à ma candidature. Et en ceci, je les remercie beaucoup. Je les remercie pour le soutien de ceux qui m'ont déjà soutenu au premier tour et évidemment j'espère que je serai soutenu au deuxième tour par le centre et les Verts libéraux qui, à mon sens, quand ils ont le choix entre un écologiste dogmatique qui stigmatise ceux qui se lèvent tôt et qui travaillent contre un agriculteur bio qui défend la nature sur le terrain et pas dans un bureau, je pense que le choix il est très vite fait. Nicolas Walder aborde souvent un pin circulaire multicolore représentant les 17 objectifs de développement durable de l'ONU à atteindre d'ici 2030 pour la planète. Comment percevez-vous cette manière d'afficher ses priorités et qu'est-ce que cela vous inspire dans le débat politique actuel? Particulièrement dans le débat politique actuel, les priorités, c'est comment on aborde Genève, pas comment... Je le dis souvent, avant de vouloir sauver le monde, sauvons déjà notre canton, nos concitoyens, et puis occupons-nous un tout petit peu de chez nous, balayons devant notre porte avant de vouloir faire des grandes théories mondialistes. Genève a besoin de qualité de vie, a besoin de pouvoir d'achat, a besoin de sécurité, c'est ça qui importe, et c'est en ça que les Genevoises et les Genevois voteront pour le bon candidat. Alors, certains observateurs estiment que l'opposition entre vous tient en partie à une différence de vision, un agenda davantage souverainiste de votre côté, un agenda plus mondialiste de l'autre. Est-ce une lecture pertinente du clivage qui vous sépare? Écoutez, ça peut être une lecture. Moi, je suis plutôt conservateur, je suis plutôt protectionniste, dans le sens que je pense qu'il faut qu'on réindustrialise notre pays, qu'on reprennent un tout petit peu la main sur notre production et c'est aussi une question de souveraineté, mais c'est aussi une question de sécurité. Quand on voit ces problèmes géopolitiques, justement, si on veut avoir une vision globale, une vision mondiale, eh bien, on doit être beaucoup plus souverain. Genre, aujourd'hui, le contexte géopolitique est extrêmement tendu. Et je crois que notre souveraineté, c'est la base de notre sécurité, la sécurité alimentaire, la sécurité d'approvisionnement. On l'a vu pendant la crise du Covid, quand on n'a pas pu non seulement acquérir les denrées alimentaires nécessaires, mais également les matériaux nécessaires à la production suisse. C'est extrêmement important de réindustrialiser notre pays et de fixer les priorités. C'est ça, avoir un vrai agenda politique, c'est fixer les priorités pour le futur en fonction des problématiques globales justes, mais centrées sur notre pays. Justement, que pensez-vous des taxes à l'exportation de Donald Trump? Je pense qu'on n'a pas fait tout juste. On aurait dû diversifier beaucoup plus nos exportations. On s'est focalisé sur ce marché, à raison quand ça marchait bien. Mais on voit que les États-Unis, lorsqu'ils sont dirigés par quelqu'un d'extrêmement versatile, c'est compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant continuer à sceller des alliances et puis effectivement à conclure des accords. Ces accords, ils doivent être win-win, mais ils doivent laisser personne de côté chez nous, particulièrement l'agriculture. C'est pour ça que si on n'a pas le choix et qu'on doit prétériter l'agriculture lorsqu'on signe des accords, il faut des mesures compensatoires qui soient dignes pour les agriculteurs, c'est-à-dire protéger le marché intérieur et leur garantir l'écoulement de leurs produits.
Et vous êtes vigneron, est-ce que la baisse de consommation locale de vin local vous inquiète? Alors, le problème, ce n'est pas la baisse de consommation, c'est la baisse de consommation effectivement des vins locaux qui sont en concurrence avec des vins étrangers qui arrivent chez nous à vil prix, qui sont produits de manière absolument lamentable, que ce soit en matière écologique, en matière de durabilité, en matière de normes sociales. Évidemment que ces vins sont bien meilleurs marché puisqu'ils n'ont pas les contraintes qu'on a chez nous. Et c'est pour ça que c'est exactement ce que je disais avant, quand on conclut des accords, on doit tenir compte du marché intérieur et on doit protéger ce marché intérieur qui est vital et qui est systémique et stratégique pour notre pays. Les travaux du tram des Nations ont débuté le mois dernier. De nombreux arbres ont été abattus et le trafic est fortement perturbé entre le Grand Saconnet et les Nations. Le chantier devrait durer près de 3 ans. Quelles mesures pourraient être prises pour apaiser les inquiétudes de la population? On entame des travaux, vous parlez des Nations, mais on peut parler de la rue de Carouge, c'est la même chose partout. Pas de vision, pas de coordination, personne à la barre. On ouvre des grands axes, mais on a l'intelligence d'ouvrir tous les axes de desserte en même temps. Donc en fait, on pénalise tout un quartier. On voit qu'il n'y a pas de concertation avant. Il y a aux Nations, comme à Carouge, pas eu de concertation avec la population, pas eu de concertation avec les commerçants. Moi, je pense qu'un dirigeant qui prend une décision, il ne peut pas la prendre sans avoir concerté avant les principaux intéressés. Et c'est ce qui manque à Genève aujourd'hui, c'est prendre des décisions, mais concertées avant. Le mois dernier, 2 hommes ont été grièvement blessés à la suite d'une attaque à la machette près de l'usine, un épisode visiblement lié au milieu du deal. Quelles réponses concrètes pourraient être apportées pour éviter que de telles scènes de violence ne se reproduisent? Ça, c'est malheureusement qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous parlez de l'usine et puis de bagarres à coups de machette. Il y a des jeunes qui se bagarrent à coups de couteau. Il y a eu un jeune à Versoix dernièrement qui a reçu un coup de couteau. Enfin, on voit au quotidien des faits divers qui sont de plus en plus graves à Genève. On voit des homejacking, on voit des bandes organisées qui viennent de l'étranger, de l'Union européenne, qui s'organisent, qui viennent piller les maisons et qui ne cambriolent plus maintenant. Ils attendent les victimes pour pouvoir les ficeler, les tabasser et puis les rançonner. C'est plus tolérable. Il est impératif de soutenir la police, de la renforcer. Genève a besoin d'une police forte. C'est une évidence, a besoin de beaucoup plus d'agents de terrain et puis il faut les soulager en matière de tracasserie administrative et il faut les renforcer la présence policière sur le terrain. Pour rappel, c'est le premier rôle régalien de l'État, c'est garantir la sécurité de ses concitoyens et aujourd'hui à Genève, c'est un rôle qui est largement oublié. Un dernier mot? Écoutez, un dernier mot, beaucoup d'enthousiasme. Je suis extrêmement confiant et je suis extrêmement heureux de pouvoir défendre des thèmes qui me sont chers et de pouvoir défendre les citoyens genevois avec ferveur et ambition. Merci.